Shanghai, capitale économique et financière de la Chine. C'est ici que transite une grande partie des exportations chinoises. Aux antipodes, un agriculteur du Nebraska. Quel rapport peut-il bien y avoir entre sa récolte de soja et les exportations de l'industrie automobile allemande? Et en quoi ces mêmes exportations empêchent-elles un cultivateur français d'écouler normalement sa récolte de colza? En réalité, tous ces acteurs économiques sont les victimes collatérales d'un seul et même conflit. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Nous sommes dans l'État américain du Nebraska, au lieu de la conquête de l'Ouest en son temps. Aujourd'hui, on ne se bat plus pour des troupeaux ou des pâturages, mais pour du soja et des ordinateurs portables. Les armes aussi ont changé. On s'affronte désormais à coups de tarifs douaniers. L'ennemi est invisible et le monde entier est pris dans la tourmente. Doug Bartek est cultivateur de soja, comme avant lui son père et son grand-père. Un jour, c'est son fils Dalton qui lui succédera sur ce domaine de 4000 hectares. Le Nebraska est le grenier des États-Unis. Cet État rural est aussi un bastion conservateur acquis au camp républicain. Pendant que Dalton commande sur un ordinateur Made in China des insecticides et engrais produits également à 90% en Chine, Doug peste contre l'invasion asiatique dans son foyer typiquement américain. J'aimerais bien acheter américain et soutenir l'économie de mon pays. Mais il y a des secteurs où on n'a vraiment pas le choix. On a un réfrigérateur de marque coréenne. Le climatiseur, c'est pareil. Et là, pour le four à micro-ondes, je croyais que c'était une marque 100% américaine. Mais il semblerait que cette entreprise, elle aussi, soit tombée en partie aux mains des Chinois. Tout cela montre bien qu'on est en train de dégringoler. C'est triste à dire, mais on a vendu notre âme. L'Amérique a besoin de revenir à ses fondamentaux. Make America Great Again, rendre sa grandeur à l'Amérique. Ce slogan électoral parle au cœur de nombreux Américains. Le Made in China a le vent en poupe, et les États-Unis achètent beaucoup plus de produits à la Chine qu'ils ne lui en vendent. La balance commerciale affichait en 2019 un déficit de 345 milliards de dollars, soit 295 milliards d'euros. Il est bien loin le temps où la Chine n'exportait aux États-Unis que des vêtements bon marché ou des jouets en peluche. Aujourd'hui, ce sont des ordinateurs portables et autres produits high-tech, comme les disques durs et les circuits imprimés. Clayton Duby est directeur du US China Institute, laboratoire d'idées consacré aux relations économiques entre les deux pays. Donald Trump has believed in tariffs. Donald Trump est un inconditionnel des tarifs douaniers depuis plus de 30 ans. Dans les années 1980 déjà, il n'arrêtait pas de prôner de fortes taxes à l'importation des produits japonais. Pour lui, le déficit commercial entre les États-Unis et la Chine, par exemple, constitue un transfert de richesse. C'est la richesse américaine qui s'en va en Chine. Il pense donc qu'augmenter les droits de douane, ce qui revient évidemment à renchérir le prix des produits importés de Chine, va encourager les fabricants aux États-Unis. Mais la plupart des économistes ne sont pas de cet avis. Les tarifs douaniers pourront-ils recréer des emplois dans les bassins industriels sinistrés des États-Unis? Quelles conséquences ont-ils sur les économies américaines, européennes et chinoises? C'est ce que nous allons voir. En 2018, Washington a instauré des droits de douane punitifs de 50% sur les lave-linges et les réfrigérateurs fabriqués en Chine, de 30% sur les panneaux solaires, puis de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. Ces droits ont été ensuite étendus aux importations européennes, puis mexicaines et canadiennes. La liste n'a cessé de s'allonger pour inclure plus de 800 produits chinois taxés à 25% à la fin de l'année 2018.
Shanghai, district de Pudong. Dietmar Winter dirige la filiale chinoise d'une entreprise allemande produisant des joints. Ses principaux clients se trouvent en Chine, dans les États pétroliers du Golfe et aux États-Unis. Lorsqu'il est arrivé à Shanghai il y a 20 ans, Dietmar Winter faisait figure de pionnier. Pour certains, être nommé en Chine relevait même d'une sanction. Comment vous décrire Shanghai en quelques mots? C'est une ville qui a connu une transformation fulgurante ces dernières années. Mon premier séjour remonte à 1990. Et si je compare la ville de l'époque avec ce qu'elle est devenue, on n'est vraiment plus sur la même planète. Dans son discours d'investiture, le président Xi Jinping affirmait que la République populaire de Chine devait viser une croissance économique d'au moins 7,2%, condition sine qua non pour créer 10 millions de nouveaux emplois par an et contenir les chiffres du chômage. Mais en 2019, la guerre commerciale s'est traduite par le plus faible taux de croissance jamais enregistré en Chine depuis 30 ans, 6,1%. La transformation du pays s'en trouve ralentie, mais certainement pas arrêtée. La Chine n'est plus un État agricole. En 2011, la population urbaine a dépassé celle des campagnes. Avec 26 millions d'habitants, Shanghai est aujourd'hui la 3e ville la plus peuplée au monde. Ce qui est très particulier à Shanghai, c'est la vitesse à laquelle tout se développe. Le quartier dans lequel nous nous trouvons, Pudong, était composé de champs il n'y a encore pas si longtemps. Mais il n'y a pas que les tours qui poussent comme des champignons en Chine. La République populaire a supplanté les États-Unis au rang de première puissance économique mondiale en 2010. Et si l'on en croit les statistiques officielles, elle aurait enregistré une croissance d'un peu plus de 4% en 2020, malgré la pandémie. On serait donc tenté de croire que les États-Unis ne cherchent pas uniquement à combler leur déficit commercial avec la Chine, mais aussi à reconquérir leur première place. Nous avons rendez-vous avec un expert de la Chine, Sebastian Heilmann, professeur à l'Université de Trèves. Il s'agit d'un conflit entre deux grandes puissances qui veulent chacune se hisser au sommet, ou en l'occurrence y rester pour les États-Unis, et qui pourrait bien déboucher sur une nouvelle guerre froide. La situation est pourtant très différente aujourd'hui. Quand les blocs américains et soviétiques s'affrontaient, les frontières existaient encore et les économies n'étaient pas interdépendantes. Aujourd'hui, la Chine et les États-Unis sont très étroitement liés, qu'il s'agisse des flux de marchandises ou encore du financement de nombreux secteurs de leur économie. Les deux pays sont beaucoup plus dépendants l'un de l'autre. L'expression « nouvelle guerre froide » désigne donc une confrontation qui n'est plus militaire, mais économique et technologique. La croissance économique de la Chine s'accompagne du développement de sa classe moyenne. Chaque année, ce ne sont pas moins de 7 millions de jeunes diplômés qui arrivent ainsi sur le marché du travail. Ces jeunes gens n'ont pas connu la misère endurée par nombre de leurs aînés. Ces 10 dernières années, le salaire moyen a pratiquement doublé en Chine. Et la nouvelle classe moyenne a grand appétit. La viande, rare encore sur les tables chinoises il y a quelques années, est de plus en plus prisée. Question de goût et de statut. Pour alimenter ses élevages porcins, la Chine doit importer 5 fois plus de soja qu'elle ne peut en produire. Jusqu'au milieu de l'année 2018, les États-Unis étaient le premier exportateur de soja vers la Chine. Celle-ci s'approvisionne désormais au Brésil et en Argentine. Jusqu'en 2018, 60% de la production américaine de soja était écoulée en Chine pour un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars. Mais Pékin a réagi à la hausse des tarifs douaniers par des mesures de représailles visant en priorité les produits agricoles. Doug Bartek ne cultive que du soja. La monoculture est une pratique répandue aux États-Unis, même si elle dégrade les sols et entraîne une grande consommation d'engrais. Ces engins agricoles, ces silos, ont tous été conçus pour le soja.
Impossible pour lui de se rabattre sur une autre céréale. Celle-ci serait de toute façon tout autant taxée par la Chine. Le soja a vraiment été frappé de plein fouet, du fait de l'appétit énorme de la Chine pour cette légumineuse. Alors oui, ils achètent pas mal de maïs aux États-Unis, ainsi que du blé. Mais en proportion, c'est le soja qui a été le plus durement touché. La Chine a infligé un droit de douane punitif de 25% aux importations de soja et d'autres céréales en provenance des États-Unis. Ce qui a changé pour nous, c'est le prix. Avant les tarifs douaniers, notre soja se vendait autour de 10 $ le boisseau. Aujourd'hui, on est tout juste à 8 $. Le cours s'est vraiment effondré. Le boisseau est une unité de mesure équivalent pour le soja à environ 27 kg. De 10 $, Doug a vu son cours baisser de 25% depuis le début de la guerre commerciale. Cela fait donc plus de 2 ans qu'il n'obtient pas plus de 8 $ pour son soja. Et cette situation n'a rien d'un cas isolé. Les tarifs punitifs instaurés par la Chine s'appliquent à la quasi-totalité des produits agricoles. Quand la Chine s'est mise à imposer des droits de douane sur les produits agricoles en représailles, Donald Trump a tout de suite compris que c'était sa base électorale qui était visée. Il a aussitôt fait voter des subventions à hauteur de plus de 30 milliards de dollars sur 2 ans, destinées aux agriculteurs et autres professionnels du secteur. À l'heure du déjeuner, quand le soleil se met à taper, Doug et son fils Dalton retrouvent Todd, lui aussi cultivateur de soja. Les subventions agricoles sont loin de couvrir leurs pertes et blessent les agriculteurs dans leur amour-propre. C'est nous qui nourrissons les États-Unis. On nourrit même le monde entier. Moi, je ne veux pas d'un traitement de faveur. On veut vendre nos produits, pas demander la charité. Ni être montré du doigt tous les jours parce qu'on fait ci ou ça. Personne ne mangerait sans nous. Cultivateurs de fruits, maraîchers, céréaliers, éleveurs, on est tous indispensables. Sans nous, c'est le système qui s'écroule. Le marché chinois étant bloqué par les mesures de représailles, Donald Trump est en quête de nouveaux débouchés pour le soja américain. En juillet 2018, Jean-Claude Juncker, alors président de la Commission européenne, se rend à Washington. Un surprenant accord est alors annoncé. And the European Union is going to start almost immediately to buy a lot of soybeans. They're a tremendous market. Buy a lot of soybeans from our farmers in the Midwest primarily. So I thank you for that, Jean-Claude. Le président américain a fait pression sur l'Europe en la menaçant de tarifs douaniers sur ses automobiles. Les agriculteurs comme Todd et Doug sont ravis de voir Donald Trump s'engager pour eux. Ça fait du bien d'entendre un dirigeant s'exprimer comme ça. Qu'il soit de gauche, de droite ou du centre, peu importe. Au moins, on s'intéresse à nous, à l'Amérique des campagnes. C'est ce qu'a fait Trump. Je trouve qu'il s'est donné à fond pour remettre les États-Unis sur la carte du monde. Mais l'accord conclu avec Bruxelles ne suffira pas à combler le manque à gagner résultant de la perte du marché chinois pour le soja américain. À l'université technique de Dortmund, le conflit commercial sino-américain est suivi de près, car ses répercussions se font sentir jusqu'en Europe. Henrik Müller, professeur de journalisme économique, connaît très bien ce dossier. La Chine et les États-Unis ont l'air de se livrer à un mauvais combat sur un ring de boxe. Les deux adversaires ont de grands déséquilibres sociaux, un taux de pauvreté élevé, de lourds problèmes structurels, et notamment un très haut niveau d'endettement. Tout cela alimente ce conflit, dans lequel les deux pays n'épargnent pas leurs coûts. Mais aucun n'en sortira en meilleur état, bien au contraire. Et les problèmes sociaux ne feront que s'exacerber, ce qui rend la situation dangereuse et augmente le risque d'une aggravation de la situation. 2 ans après le début de la guerre commerciale, les deux premières puissances économiques mondiales ne sont pas près de déposer les armes.
Après une série de menaces et des négociations tendues, un armistice commercial a vu le jour en janvier 2020. Mais c'était sans compter sur la pandémie de Covid-19. La crise sanitaire a mis à mal l'économie des deux pays. Washington s'enferme dans une logique protectionniste en taxant la quasi-totalité des produits chinois. Pékin riposte en augmentant ses tarifs. Le volume d'échanges touché s'élève à 800 milliards de dollars, et ce depuis la mi-2018. Nous sommes donc en présence d'un sérieux conflit de politique commerciale. Un conflit protectionniste comme on n'en avait plus vu depuis des décennies, depuis la Seconde Guerre mondiale en fait. Un conflit qui entraîne le monde entier dans la tourmente. En 2019, l'Europe a payé 1 milliard d'euros supplémentaires en droits de douane. Les conséquences indirectes sont plus sévères encore. Si dans le Nebraska, Doug se réjouit de voir l'Europe commencer à importer du soja américain, la situation est beaucoup moins rose pour Guillaume Chartier, cultivateur de colza. Le colza est à l'Europe ce que le soja est aux États-Unis. Cette petite graine noire fournit de l'huile pour nos assiettes et du biocarburant pour nos voitures. Quant aux résidus, appelés tourteaux, c'est une excellente source de protéines pour le bétail. Ces graines de colza, par rapport à nos confrères américains, elles ont un potentiel de rendement qui est moindre. Elles ont une résistance aux maladies, une résistance à certains ravageurs qui est moindre. Et pour autant, au final, elles sont valorisées de la même façon. Guillaume Chartier nous emmène à l'usine où sa récolte est transformée en huile. Pour des raisons climatiques, la culture du soja n'est guère rentable que dans certaines régions du sud de l'Europe. Mais les rendements sont loin de pouvoir rivaliser avec ceux des États-Unis ou d'Amérique latine. Le soja américain, quand il arrive en France, en Europe, ce soja, il est concurrent par rapport à notre production, parce qu'il est OGM et que c'est une production, nous, que l'on s'interdit de faire en Europe, les organismes génétiquement modifiés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cet OGM leur permet d'avoir des coûts de production à la tonne qui soient très inférieurs à nos propres productions. La réglementation européenne impose de signaler la présence de céréales ou de fruits génétiquement modifiés dans les denrées alimentaires. La plupart des consommateurs évitent ces OGM. Mais quand ils sont destinés à l'alimentation animale, aucun étiquetage n'est requis. Lia Polotsek est responsable des questions économiques, financières et commerciales du BUND. Cette association de défense de l'environnement condamne le fait que des OGM puissent se retrouver dans l'assiette du consommateur européen à son insu. La farine de soja est essentiellement destinée à l'alimentation animale, dans les élevages de porcs, de bovins ou même de volailles. Notre association exige que l'utilisation de soja ou d'autres espèces génétiquement modifiées soit signalée, ce qui n'est pas le cas. Quand une bête a été nourrie aux OGM, le consommateur de viande ne le sait pas. Nous consommons donc, sans le savoir, de la viande provenant d'animaux nourris au soja génétiquement modifié, plutôt qu'au colza non OGM d'origine européenne. Retour à l'usine où le colza va être pressé. En seront extraites une petite moitié d'huile et une moitié de tourteau, alors que le soja produit jusqu'à 80% de tourteau. Cela en fait un oléagineux particulièrement prisé de l'industrie de l'alimentation animale, ce qui explique la chute des cours du colza. Le prix est fixé par l'offre et la demande au niveau des transformateurs et des fabricants d'aliments du bétail. Si le marché français ou le marché européen demande un aliment à bas prix, ils vont être tentés d'aller chercher des produits d'importation avec de l'OGM
plutôt que de favoriser une origine France ou une origine européenne. Français ou allemands, les éleveurs porcins sont ravis de pouvoir acheter du soja américain à bon prix. Dans l'élevage industriel, personne ne semble s'émouvoir de la présence d'OGM ni de l'utilisation massive de pesticides outre-Atlantique, ce qui serait proscrit en Europe. Mais si l'économie allemande a accueilli d'un si bon œil l'accord conclu avec Washington sur le soja, c'est parce qu'il a permis d'écarter la menace de droits de douane punitifs sur les importations d'automobiles. Pour un temps. À Bruxelles, l'accord sur le soja a suscité un concert d'éloges. L'eurodéputée allemande Angelika Niebler est membre de la délégation pour les relations avec les États-Unis. En Europe, on a un mal fou à fixer une ligne commune. On y arrive, mais c'est parfois laborieux. Dans le cas de l'accord sur le soja, par exemple, les Français n'étaient pas vraiment réjouis, alors que nous, Allemands, nous étions bien sûr très satisfaits d'avoir réussi à repousser la hausse des droits de douane sur nos automobiles. Il est donc difficile de s'entendre sur une position au niveau européen, mais on finit toujours par trouver un consensus. Bruxelles serait plutôt disposée à faire front commun avec Washington face à Pékin, car la croissance fulgurante de l'économie chinoise menace tout autant le marché européen. Valérie Niquet est économiste à la Fondation pour la recherche stratégique et experte des économies asiatiques. C'est-à-dire, encore une fois, des États-Unis qui ne s'attaquent pas uniquement à la Chine. Et si ça avait été le cas, je crois que l'Union européenne aurait été tout à fait prête à mettre en place une sorte de front uni pour obtenir plus du partenaire chinois, mais des États-Unis qui ont tendance à se retirer et à s'attaquer à l'ensemble de leurs partenaires. Une critique qui ne s'exprime pas qu'en Europe. If you worked with countries with similar value and political systems, quand vos interlocuteurs sont des pays qui partagent vos valeurs et votre système politique, vous avez beaucoup plus de chances d'aboutir à un résultat en formulant une exigence collective qu'en faisant cavalier seul. Avoir affaire à des interlocuteurs isolés, c'est précisément ce que recherche la Chine, qui privilégie les négociations bilatérales avec ses différents voisins d'Asie du Sud-Est. Elle ne tient pas à faire face à un bloc uni. En refusant de travailler avec leurs alliés proches, comme l'Allemagne, ou un peu moins proches, comme le Vietnam, les États-Unis passent à côté d'un levier de négociation face à la partie adverse. Washington n'hésite pas à faire planer la menace de barrières commerciales à l'encontre de l'Union européenne. Le climat d'incertitude qui en résulte rend les exportations vers la Chine d'autant plus importantes. Les relations commerciales entre l'UE et la Chine gravitent autour du fleuron de l'économie allemande, son industrie automobile. Au German Center de Shanghai, une mission économique, l'inquiétude est palpable. La Chine est en effet le principal débouché des constructeurs allemands. Le groupe Volkswagen est un excellent exemple de l'importance de la Chine pour l'industrie automobile allemande. Ce groupe compte en Chine environ 25 usines opérationnelles. Aux États-Unis, il n'y en a qu'une. Si l'on englobe les 4 sites du Mexique, on arrive à 5 au total. On est donc dans un rapport de 1 à 5 à l'échelle de quasi-continent. Ce qui en dit long sur l'importance et le potentiel d'avenir du marché chinois pour Volkswagen. Mais c'est tout aussi valable pour les autres grands groupes de l'industrie automobile allemande, dans leur perception de la Chine par rapport à l'Amérique.
Shenyang. Le constructeur BMW possède 3 usines dans cette ville de 8 millions d'habitants. Quelques 18 000 ouvriers y assemblent 500 000 véhicules par an. Shenyang est ainsi le premier site mondial du constructeur munichois. Seuls les modèles les plus hauts de gamme, ainsi que les grands SUV, sont importés d'Allemagne ou des États-Unis, où BMW possède une usine. De façon générale, la production de voitures particulières de marque allemande est plus importante en Chine que dans leur pays d'origine. Quand l'Allemagne produit 4,5 millions de voitures par an, la Chine en produit 5. Mais la guerre commerciale et la crise sanitaire pèsent sur les ventes. L'économiste Ferdinand Dudenhofer est considéré comme le grand expert allemand de l'industrie automobile. La Chine y a perdu, c'est certain, du fait des tarifs douaniers instaurés par le président américain. Cette guerre commerciale a frappé la Chine de plein fouet. Sa croissance a nettement ralenti au cours des 3 dernières années. La Chine a donc perdu des voitures et perdu du PIB. Mais les Allemands aussi y ont perdu, puisque nos usines situées en Chine ont ralenti leur production et vu baisser leurs ventes. L'emploi allemand, notamment dans le domaine de l'ingénierie, a donc souffert de la politique douanière de Donald Trump. La région de Shanghai héberge à elle seule 4000 filiales de PME allemandes, c'est-à-dire de sociétés générant entre 1 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Tout conflit commercial entre les deux géants que sont la Chine et les États-Unis a forcément des répercussions sur l'industrie allemande. Et il ne s'agit pas uniquement des grands groupes. Les PME aussi sont touchées. Car c'est plus généralement toute l'économie mondiale qui souffre, ce qui inclut naturellement les PME ayant une activité à l'international. L'année 2020 est une année à part, une année Corona, si vous me passez l'expression. Mais le phénomène était déjà visible en 2019, quand la guerre commerciale a atteint son apogée. L'économie allemande a été frappée de plein fouet, et avec elle, les petites et moyennes entreprises. Burgmann Packings est l'une de ces PME allemandes établies autour de Shanghai. Les sociétés étrangères souhaitant s'installer en Chine n'ont plus besoin, comme par le passé, de trouver un partenaire local. Cette filiale est donc détenue à 100% par sa maison mère. Elle produit entre autres des joints destinés aux industries du pétrole et de la chimie. Les bénéfices réalisés ici profiteront directement à l'Allemagne. Nous retrouvons son directeur général, Dietmar Winter. Voici un joint spiralé, notre produit phare. Ces pièces se composent essentiellement d'acier, ce qui explique qu'elles soient concernées par les tarifs douaniers. Notre cœur de métier est donc très fortement impacté par les droits de douane américains. Et nos exportations de joints spiralés vers les États-Unis ont pratiquement cessé en 2020. La Chine n'est plus le pays de la main-d'œuvre bon marché. Elle a été supplantée par d'autres pays d'Asie, comme le Bangladesh ou le Vietnam. Elle s'est au contraire spécialisée dans la haute technologie et ses ouvriers sont très qualifiés. La production est d'ailleurs en grande partie destinée au marché intérieur, c'est-à-dire aux entreprises et aux consommateurs chinois. Ce ralentissement s'observe aussi sur le marché local. Beaucoup de nos clients chinois sont eux-mêmes exportateurs vers les États-Unis. Nous avons donc des clients américains directs, mais aussi indirects, par le biais de nos propres clients chinois. Et eux aussi voient leur chiffre d'affaires avec les États-Unis s'effondrer, dans les mêmes proportions que le nôtre, peu ou prou. C'est un phénomène très net. Les entreprises allemandes ont tiré profit de la croissance chinoise. La guerre économique qui ralentit la Chine touche donc par ricochet le PNB allemand. La récession mondiale due à la pandémie de 2020 n'a bien sûr rien fait pour arranger les choses. Le siège de Burgmann Packings se trouve aux portes de Munich. Le groupe réalise un chiffre d'affaires annuel de 20 millions d'euros. Son président, Wolfgang Bommes, en est l'unique propriétaire. Burgmann Packings est l'une des 6 millions de PME que compte l'Allemagne. 7 actifs allemands sur 10 sont employés par une PME.
Notre filiale chinoise est un élément clé de notre groupe, parce qu'elle couvre près de la moitié de notre activité. Elle fournit le marché local, bien sûr, mais assure aussi une part essentielle de nos exportations, que nous ne pourrions tout simplement pas réaliser depuis l'Europe. Nos principaux débouchés sont le Moyen-Orient ainsi que les États-Unis, marché qui se développe très fortement depuis quelques années. Toute difficulté rencontrée en Chine met donc en péril le groupe dans son ensemble. La clé de la réussite des petites et moyennes entreprises réside dans leur capacité d'adaptation au marché. Mais la guerre que se livrent les États-Unis et la Chine ne facilite pas la planification stratégique. Nous avons investi des sommes considérables pour accéder au marché américain. Le cahier des charges de nos clients aux États-Unis est extrêmement contraignant. Et je ne vous cache pas qu'il nous a fallu près de 2 ans pour nous adapter à leurs normes. Et aujourd'hui, alors que nous devrions atteindre notre vitesse de croisière avec des livraisons beaucoup plus conséquentes, la décision de M. Trump, qui a imposé 25% de droits de douane sur nos produits, nous renvoie des années en arrière. En 2018, les exportations allemandes vers la Chine ont atteint 93 milliards d'euros, dont près de la moitié réalisée par les PME, souvent celles qui ont délocalisé leur production à l'étranger. Les groupes français et d'autres pays européens ont eux aussi de nombreuses filiales en Chine. Made in China par l'Europe, commerce et qualité. Mais pour toutes ces entreprises, les exportations vers les États-Unis sont au point mort. Dietmar Winter n'aura donc pas de bonnes nouvelles à annoncer lors de sa vidéoconférence hebdomadaire avec le siège. Pour vous, la journée est presque finie et nous, on a encore plusieurs heures de travail devant nous. Nous aurions besoin que vous nous donniez une idée de vos prévisions pour la fin de l'année, sur le marché chinois et à l'international. Sur le marché intérieur, nos ventes seront légèrement au-dessus de leur niveau de l'an dernier, en fin d'année. Mais le gros point noir, c'est toujours la situation américaine. Les exportations vers les États-Unis sont toujours aussi déprimantes. Nos clients américains vous ont-ils confié où ils achetaient leurs joints spiralés maintenant ? Pour l'instant, on dirait qu'une grande partie des achats de joints spiralés autrefois réalisés en Chine se sont déplacés vers d'autres pays, l'Inde ou la Thaïlande notamment. C'est fou. Et dire que l'idée même des tarifs douaniers était de relocaliser la production industrielle aux États-Unis. Une raffinerie de pétrole à Long Beach. Cette industrie, tout comme celle du gaz de schiste, que les États-Unis extraient par la technique de la fracturation hydraulique, est très gourmande en joints spiralés. Or, ces joints ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Et ce n'est pas le seul domaine industriel où ce pays est tributaire de la production étrangère. L'idée de Donald Trump, augmenter les taxes à l'importation afin de rapatrier la production sur le territoire national et ainsi stimuler la création d'emplois, n'a pas fonctionné. La production d'une grande partie de ce que nous importons de Chine ne peut pas faire l'objet d'une relocalisation aux États-Unis. Au départ, cette production a commencé par être délocalisée au Mexique, par exemple, avant d'aller en Chine. Pour la simple raison qu'elle n'était plus économiquement viable aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de produits commercialisés sous la marque Trump, comme ces cravates entre autres, étaient fabriqués en Chine. Pour les entreprises, ce n'est ni plus ni moins qu'une question de rentabilité. Que le prix des joints spiralés Made in China s'envole à cause de tarifs douaniers ne change rien à la donne. Le pays n'a ni le savoir-faire, ni les ouvriers qualifiés, ni même les machines pour se réapproprier leur production. Ces tarifs douaniers ne s'appliquent pas non plus à tous les pays. Si la Chine devient trop chère, l'Inde, le Vietnam ou le Mexique prennent sa place. La guerre commerciale n'a pas atteint son objectif de création d'emplois. Les experts recommandent d'autres stratégies. Les États-Unis devraient se tourner un peu plus vers le reste du monde.
La plupart des entreprises américaines n'exportent pas leur production. Et celles qui le font se cantonnent bien souvent à un seul pays. Pourtant, 95% des consommateurs dans le monde vivent en dehors des États-Unis. Alors quand on veut vendre, il faut s'ouvrir au monde, parler des langues étrangères, se familiariser avec d'autres cultures. Les États-Unis doivent changer s'ils veulent conserver une économie puissante, robuste et dynamique. La croissance fulgurante de la Chine met à mal l'image que les Américains se sont construites au plus fort de leur prospérité économique. Beaucoup sont convaincus que la première puissance mondiale a forcément les meilleurs produits, ou encore que ce sont les produits industriels qui font la force de l'Amérique. À une époque, nos machines étaient entièrement fabriquées aux États-Unis et on pouvait en être fier. Si vous prenez ce semoir, il a des pièces qui viennent du Mexique, j'en ai vu fabriquer en Indonésie, en Asie, et regardez vous-même, c'est écrit sur la poignée, « Made in China ». Ce n'est pas comme ça qu'on a fait l'Amérique. C'est quelque chose de déprimant pour moi, agriculteur. C'est déjà assez embêtant d'avoir une pièce qui lâche, alors au moins qu'on puisse racheter quelque chose qui a été fabriqué chez nous. Un produit qui fasse vivre nos familles, nos voisins, nos écoles, nos villes. Quand votre argent profite à des gens qui vivent à des millions de kilomètres, désolé, mais... Pour moi, c'est les États-Unis d'abord. J'aimerais bien qu'on revienne à ce qu'on était à l'origine. Ce qu'on est toujours, j'espère. Mais l'Amérique allait-elle vraiment si mal en 2018, au début de la guerre économique? La Chine était certes le premier pays exportateur au monde, avec 2500 milliards de dollars, mais les États-Unis la talonnaient de près, avec 1700 milliards de dollars. Un chiffre obtenu non pas par les ventes de tracteurs ou de soja, mais plutôt par celles de gaz, de produits de haute technologie et des GAFA. Avant la guerre commerciale, la production industrielle des États-Unis était à son plus haut niveau historique en termes de valeur. N'allez pas croire que l'industrie américaine n'existe plus. Elle s'est juste réorientée vers le high-tech et l'automatisation. Elle a donc moins besoin de main-d'œuvre. Si vous regardez les produits qui figurent dans l'accord commercial signé en 2020, c'est-à-dire ces produits dont la Chine a accepté d'augmenter les importations, vous trouverez par exemple le gaz naturel liquéfié ou le soja. Ce ne sont pas des produits qui exigent beaucoup de bras. Ils sont issus d'industries à faible intensité de main-d'œuvre et forte intensité de capital. Ils ne sont pas de nature à recréer de l'emploi. Les États-Unis ont atteint en 2019 leur plus faible taux de chômage en plus d'un siècle, à moins de 3,5%. Le déficit de la balance commerciale avec la Chine n'empêchait pas non plus l'économie américaine d'être florissante en 2018. Le PNB a constamment augmenté durant les 8 années de présidence de Barack Obama. D'un point de vue économique, rien ne semblait justifier que les États-Unis déclarent la guerre à la Chine. La raison était ailleurs. Donald Trump est un populiste et à ce titre, il a diabolisé la Chine et le Mexique. Ce qu'il nous dit clairement, c'est « Regardez, tout est de la faute des Chinois et des Mexicains. Il faut leur montrer qui on est, en leur faisant une guerre commerciale, en construisant un mur à leurs frontières, etc. » C'est un classique du populisme. Voici l'ennemi et voici la solution pour s'en débarrasser. C'est un discours simpliste, que tout le monde comprend. Du point de vue politique, on peut dire que la guerre commerciale a beaucoup bénéficié à Trump. Du point de vue économique, c'est une catastrophe. Mais d'un point de vue politique et à court terme, c'est un discours qui fonctionne. Diabolisation et repli sur soi. Une recette éprouvée dans les années 1930, quand les pays touchés par la crise cherchaient à protéger leur économie par des tarifs douaniers. Ce qu'on voit ici, ce sont des images de la conférence de Bretton Woods en 1944, qui a fondé l'ordre économique mondial de l'après-guerre. On peut saluer les Américains pour avoir mis ce système nouveau à disposition du reste du monde et pour l'avoir soutenu pendant de nombreuses décennies. C'est à lui que nous devons la création de l'OMC. Mais cette ère est aujourd'hui révolue, car les Américains ne sont plus prêts à soutenir ce système.
C'est pourquoi l'OMC a fait son temps, tout au moins sous sa forme actuelle. L'OMC, Organisation mondiale du commerce, est chargée de faire appliquer les accords internationaux. La décision unilatérale de Donald Trump était-elle bien légale? Bonne question. Il existe des procédures au niveau de l'OMC. C'est en principe un tribunal qui doit autoriser les sanctions douanières. Les États-Unis peuvent par exemple instaurer des droits compensatoires à l'Europe ou la Chine en réponse au versement de subventions illégales. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'obtenir une compensation, mais simplement de protéger telle ou telle branche industrielle ou de sanctionner tel ou tel pays. À commencer par la Chine. Dans sa guerre commerciale, Washington dispose d'une autre arme et pourrait chercher à fragiliser Pékin sur les marchés financiers. Dans son collimateur, les nombreuses opérations d'investissement et d'acquisition réalisées par des Chinois aux États-Unis. On assiste à un véritable mouvement d'opposition aux investissements chinois aux États-Unis. Les entreprises et les investisseurs de Chine savent qu'un grand nombre d'opérations qu'ils auraient pu vouloir réaliser dans le domaine de la high-tech n'auront pas le feu vert ou seront rendues pratiquement impossibles. Plusieurs centaines d'entreprises à travers les États-Unis sont déjà détenues par des investisseurs chinois. C'est le cas du géant de la téléphonie mobile Motorola, de l'activité PC d'IBM, de la bourse de Chicago et de nombreuses entreprises technologiques. Ces acquisitions chinoises laissent un goût amer à de nombreux Américains, qu'ils soient républicains ou démocrates. Les Chinois, c'est des communistes. C'est triste, mais on n'y peut rien. Et on sait de quoi sont capables les communistes. La Chine est la première à reconnaître qu'elle n'aurait même pas besoin de prendre les armes. Ils vont nous avaler sans avoir à tirer une seule balle. Et nous, on se laisse faire. C'est du suicide. On a vendu notre âme au diable. En 2019, les investisseurs chinois ont racheté 182 entreprises rien qu'en Europe, pour un montant total de 17 milliards de dollars. En 2020, l'enseigne de mode allemande Tom Taylor a été rachetée par un conglomérat chinois. La reprise du fabricant de robots KUKA avait déjà fait couler beaucoup d'encre 4 ans plus tôt. Les investisseurs chinois possèdent aujourd'hui des entreprises ou des actions d'une valeur de 51 milliards de dollars en Allemagne. Leur intérêt se porte aussi sur la France, où le montant total de rachat de sociétés ou prise de participation atteint 24,5 milliards de dollars. Autre exemple récent, l'entrée au capital du célèbre constructeur automobile allemand Daimler-Benz par le chinois Geely. Mais ces opérations financières doivent-elles être vues d'un mauvais œil? Dans une économie libérale, rien ne s'oppose à ce qu'un investisseur étranger reprenne une entreprise européenne ou acquiert une part de son capital. L'arrivée de Geely est une aubaine pour Daimler. Prenez l'exemple du constructeur automobile Volvo qui appartenait à l'américain Ford. L'entreprise était au bord de la faillite. Geely, ou plutôt son fondateur, Li Shufu, l'a racheté et en a fait une société florissante. Cela a été une transformation radicale. Les Chinois sont tout à fait capables de redonner vie à une entreprise ou de renforcer un secteur. C'est exactement ce qui va se passer avec Daimler. Sa marque Smart était en difficulté depuis longtemps. Elle accumulait les pertes depuis près de 10 ans. Geely est arrivé et a dit « Nous, on y croit à cette voiture. Formons une co-entreprise à parité, 50% du capital à Daimler, 50% à Geely. » La production a été délocalisée en Chine et la marque Smart a pu être sauvée. Sans cette joint venture, Smart était condamné à disparaître. Geely et d'autres géants chinois sont donc des aubaines pour les entreprises allemandes, si les deux parties collaborent de façon raisonnable et que ces participations au capital contribuent à développer et améliorer les coopérations. Les technologies développées dans l'industrie automobile trouvent des applications aussi bien civiles que militaires.
Les investissements chinois dans certains secteurs sont dangereux. Dans les secteurs de haute technologie, c'est évidemment tout ce qui concerne aux liens entre civils et militaires, puisque certaines technologies de pointe, dans l'électronique, dans la robotique notamment, eh bien, peuvent avoir des applications civiles et militaires et servir des intérêts chinois d'affirmation de puissance qui sont potentiellement très déstabilisateurs, notamment y compris en Asie, mais avec des répercussions très graves pour l'Union européenne et la stabilité globale. Ce risque est toujours présent dans les échanges commerciaux entre États ayant des systèmes politiques différents. Mais le conflit entre les États-Unis et la Chine porte essentiellement sur des produits de masse, représentant un chiffre d'affaires de plusieurs milliards. L'une des craintes récurrentes est le vol de propriété intellectuelle. Retour dans l'entreprise de joints spiralés à Tsinghua. Comme la plupart des filiales d'entreprises occidentales installées en Chine, Burgmann Packings emploie presque exclusivement une main-d'œuvre locale. Et pas uniquement dans ses ateliers. Ici, les cadres aussi sont chinois. Les entreprises étrangères créent donc les emplois hautement qualifiés dont la Chine a tant besoin. Le vol de savoir-faire n'est donc pas limité au rachat d'entreprises situées en Europe ou aux États-Unis, mais se produit aussi en Chine, avec le mouvement des effectifs. Force est de constater que le vol de savoir-faire est une réalité. Pendant 45 ans, notre entreprise a été la seule à produire des joints en Chine. Aujourd'hui, il y en a une cinquantaine ou une soixantaine. Leurs propriétaires ou leurs fondateurs sont tous passés par chez nous. Ils en sont ressortis avec un esprit d'entreprise, mais aussi avec notre savoir-faire. Et quand on évoque cette question avec un Chinois, il ne voit pas où est le problème. Il vous répond « Mais tu devrais être fier que la Chine te copie. Cela prouve que ton produit est très bon. » Et qu'en est-il dans l'autre sens? En Chine, un étranger ne peut prétendre à un emploi dans un domaine stratégique ou sensible. Quant à l'acquisition d'entreprises de haute technologie, elle est interdite aux investisseurs étrangers. Si la concurrence n'est pas libre, si vous n'avez pas de réciprocité, si les Chinois ne nous laissent pas accéder pleinement à leur marché, je trouve qu'il faut leur rendre l'appareil. Je ne suis pas pour la loi du talion, mais si l'on veut que les échanges soient équitables, il faut respecter les règles du jeu que l'on a instaurées. Et de notre point de vue européen, la Chine a encore beaucoup à faire dans ce domaine. La guerre commerciale menée par les États-Unis n'a pas eu l'effet escompté. Pékin continue de protéger ses entreprises de toute influence étrangère. C'est vital que la situation pour les investissements avec la Chine change. Le problème, c'est que ça ne changera pas sans véritable évolution du système politique. Et pour le moment, l'actuel président, en tout cas, ne veut pas en entendre parler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des modifications en Chine. Il faut, avec la Chine, rester très prudent. Reste à savoir qui sont les gagnants et les perdants de cette guerre commerciale. La question des perdants est vite vue. Ce sont des agriculteurs comme Doug, pour qui le conflit s'est traduit par un manque à gagner considérable. Mais ils ne sont pas les seuls. Les deux camps, chinois et américains, ont souffert de cette guerre commerciale. Mais je dirais que la facture a été plus élevée pour les États-Unis qu'elle ne l'a été pour la Chine. Et qui sont les gagnants? Si certains ont peut-être su tirer leur épingle du jeu, la guerre commerciale est une opération à perte pour toutes les parties. Depuis le début du conflit, la croissance a nettement marqué le pas aux États-Unis. Aucun des deux pays, ni les États-Unis ni la Chine, n'a compris ce que risquait de lui coûter sa participation à cette guerre commerciale. Chacun a surestimé ses forces et sa détermination.
tout en sous-estimant celle de son adversaire. Avec ses produits phytosanitaires, Doug va mener son propre combat, la guerre aux mauvaises herbes et aux insectes. L'état de l'économie chinoise lui est bien égal. Tout ce qu'il sait, c'est que Pékin a instauré des droits de douane punitifs de 25% sur son soja et que les éleveurs chinois s'approvisionnent désormais au Brésil et en Argentine. Résultat, la récolte de l'an dernier attend toujours dans ses silos. Et elle risque bien d'y rester encore un certain temps, car la fin de l'escalade n'est pas en vue. Le conflit sous-jacent n'est pas résolu. Qu'il s'agisse du déséquilibre de la balance commerciale entre les deux pays, très déficitaire pour les États-Unis, ou encore de ce déséquilibre fondamental entre, d'un côté, un pays relativement faible du point de vue industriel, et de l'autre, une Chine où l'État est très puissant. C'est un facteur de déstabilisation dans une économie mondialisée. Il faut bien dire que le modèle chinois n'est pas fait pour notre ordre économique mondial. C'est pourquoi ce conflit est appelé à durer. Dalton s'apprête à épandre les herbicides d'un fabricant allemand dans ses champs de soja. Au même moment, Doug reçoit une bonne nouvelle de sa coopérative. Un éleveur local vient de passer une commande. Il se met aussitôt en route pour assurer la livraison. La semaine dernière, la Chine nous a acheté, je crois, entre 1 et 2 millions de tonnes de soja, à livrer d'ici à la fin de l'année. C'est une bonne nouvelle, car pour l'instant, on reste assis sur nos excédents. Cela va nous aider à réduire le stock et, espérons-le, à obtenir un meilleur prix à terme. Doug a beau considérer les Chinois comme des ennemis du fait de leur politique économique agressive, mais il reste bien content de pouvoir leur vendre un peu de soja. Un peu, voire plus, si affinité.